Bonjour les addicts, je suis content de vous retrouver pour ce rituel de fin d'année où je vous partage les 50 nouveautés séries que j'attends le plus pour l'année prochaine. Et pour ces 50 séries à voir en 2024, on commence par The Acolyte, une nouvelle série Star Wars. Et bien la promesse de cette série, c'est qu'en fait, elle va se centrer pour une fois sur les bad guys. 100 ans avant l'épisode 1, avant la menace fantôme, voir comment la République a été peu à peu noyautée de l'intérieur. Renverser un peu la perspective, c'est pas mal. Agatha Darkhold Diaries sur Disney+. J'ai jamais été très Marvel, mais WandaVision, ça avait été une super surprise. J'avais beaucoup aimé le jeu virtuose, méta, des références sur l'histoire de la culture américaine télévisuelle. Et puis bon, Agatha surtout, quoi. Fabuleux personnage, Agatha. Avec une Catherine Hahn, mais que j'aime depuis que je la connais. Et donc un spin-off centré sur elle, surtout avec Jack Sheffer qui remplit en tant que showrunneuse. Moi, je suis dedans. Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix. Alors on va pas parler du remake en live action de Shyamalan. Non. À l'approche de Noël, je vais pas vous implanter dans la tête des rêves de massacre. Juste pour dire que la série animée était à peu près parfaite dans tout. J'ai rarement vu un worldbuilding plus abouti que celui-là. Des personnages à 6 ou 7 dimensions, un arc ébouriffant. C'était coton de se dire, on va faire un remake en live action. Et pourtant, après avoir vu la bande-annonce, je suis convaincu. Ils semblent vraiment bien respecter les personnages, et à partir de ces fondations respectées, ils peuvent re-raconter l'histoire originale, mais avec leurs pattes à eux, et peut-être même s'en détacher au bout d'un moment. Donc, ouais, je suis partant. The Ballad of Renegade Nell sur Disney+. J'ai toujours eu un faible pour les romans de Cap et d'épée. Vous savez, genre les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo. Une femme qui va devenir un des plus grands bandits de grand chemin du XVIIIe siècle et qui va vivre des aventures assez ébouriffantes. J'ai pleine confiance en Sally Wainwright, qui est une des meilleures scénaristes britanniques. Si vous n'avez pas vu Happy Valley, vous regardez Happy Valley, même si vous n'aimez pas trop les séries policières comme moi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont là pour me plaire. Blade Runner 2099 sur Amazon Prime Video. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi cette série m'intéresse ? Blade Runner, monument du cyberpunk, et donc voilà, une série qui se déroule encore 50 ans dans le futur, avec toujours Ridley Scott qui produit. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner en série. The Brother's Son sur Netflix. Alors le pitch, c'est vraiment... y a rien d'original. Un mec qui est à Los Angeles, qui vit tranquillement sa vie, qui vit avec sa mère... Puis il y a son frère qui débarque, son frère mafieux, qui est poursuivi par plein de méchants, et voilà, le mec se retrouve dans la tornade. Apparemment, c'est bien bourré en scène d'action, en arts martiaux, et puis c'est co-créé par Brad Falchuk. Et Brad Falchuk, c'est un des comparses de Ryan Murphy, mais depuis qu'il se connaît sur Nip Tuck, quoi. Il connaît très bien les codes à suivre. Est-ce qu'il va apporter le côté commentaire un peu ironique, un peu méta qu'il y a souvent chez Falchuk ? Ça, je ne sais pas encore, mais ça me suffit pour que je m'intéresse à Brother's Son. Cat's Eyes sur TF1. Je n'ai pas vécu dans les années 80, donc tout le côté nostalgie, Club Dorothée, j'ai pas vraiment connu ça. Je me rappelle quand même avoir rattrapé quelques épisodes de Cat's Eyes. La série animée m'a pas trop fait d'effet, mis à part son générique, mais c'était sympa comme tout. Et vu comment en ce moment on arrive à plutôt bien réadapter des classiques d'animation des années 80, je sais pas, Nicky Larson, j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Le Comte de Monte Cristo sur France Télévisions. Il y a le danger pour que ce soit un Europudding. Parce que vous savez, ça désigne ces films où il y a tellement de coproduction, tellement de personnes qui veulent mettre la main à la pâte que ça accouche d'un produit informe et consensuel. Mais j'ai quand même deux espoirs. Le premier, c'est que c'est Bill August qui va chapeauter l'adaptation. Il avait déjà fort bien... Bon, c'était pas grandiose, mais il avait correctement adapté Les Misérables, de Victor Hugo en 98. Bon, il est très loin du chef-d'œuvre de 34, qui pour moi est un peu l'adaptation absolue d'Hugo. Et donc je compte sur son professionnalisme pour recentrer tout ça. La deuxième chose, c'est que, apparemment, ce serait une transposition un peu plus moderne. Encore une fois, il y a à boire et à manger. Si vous vous rappelez de Revenge, c'était basiquement le Comte de Monte Cristo, mais dans les Hamptons. Mais voilà, j'ai confiance en August, j'ai confiance en la force du texte de Dumas. Dans le pari de l'adaptation moderne, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Dark Matter sur Apple TV+. On sait pas grand-chose du projet, si ce n'est que c'est une adaptation du roman éponyme de Blake Crouch, et le roman est un bijou. Il est assez taré d'ailleurs, moi j'adore les romans qui sont un peu tarés. Alors si tu mélanges l'ASF, qui est un de mes genres préférés, au côté assez dingo, moi je suis pour.
Dead Boy Detective sur Netflix. C'est un spin-off de The Sandman. Alors cherchez pas les personnages qui étaient dans The Sandman, c'est des personnages qui sont présents dans les comics, mais qui n'ont pas encore été adaptés dans la série Netflix. En fait, ça suit deux jeunes hommes qui sont morts, mais qui au lieu d'aller dans la vraie-vie, vont quand même revenir sur Terre et enquêter sur des phénomènes surnaturels. On peut compter sur le festin visuel que ça va donner, c'est la même équipe, et puis c'est développé par Steve Yockey, qui est un scénariste qui est très habile dans les adaptations. C'est à lui notamment qu'on doit The Flight Attendant, qui était une de mes séries préférées des années 2020, enfin de l'année 2020, pardon. Un showrunner compétent, un super univers, il y a de quoi faire. Delicious in Dungeon sur Netflix. C'est un croisement entre du dungeon crawling et de Masterchef. On va dire que c'est une guilde d'aventuriers, type Dungeons and Dragons, quoiqu'à certains moments c'est plutôt Nullbuck, qui doivent retrouver l'un des siens qui a été mangé par un dragon. Leur équipière n'a pas encore été digérée. Donc il faut qu'ils arrivent à retrouver le dragon, et pour retrouver le dragon, ils doivent survivre dans le donjon où il est, et pour survivre dans le donjon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben tu tues des monstres, tu prends ton livre de gastronomie, et tu fais des plats complexes et sophistiqués avec. Je vous dis, ce pitch, ça n'a aucun sens, mais c'est plaisant. Un bon moyen de se poiler, et j'espère qu'ils vont quand même rendre justice au worldbuilding. Parce que le worldbuilding est assez extraordinaire dans ce manga. Donc, ouais, moi je suis pour. Devil May Cry sur Netflix. Pour Devil May Cry, j'ai juste une seule exigence. Je veux bien que ça se tabasse de partout, mais s'il vous plaît, il faut qu'on conserve le côté rapide et surtout la diversité des attaques. Ce qui fait vraiment le sel, quoi, de Devil May Cry. Voilà, juste cet avertissement, s'ils en prennent compte, il y a moyen de passer un bon moment. Dune Prophecy sur Max. Je vais pas trop m'étendre dessus, c'est un peu normal que ce soit une des séries les plus attendues de 2024, voilà, hein, Dune, Herbert, l'Ordre des Bene Gesserit, que, bon, même si je préfère, côté ordre de femmes qui tabassent, je préfère les Aes Sedai ou l'Adeptas Sororitas, c'est un des grands points forts de la saga d'Herbert. Et je me dis, ils ont fait le bon choix avec la showrunneuse, Alison Schackner, parce que c'est une scénariste qui est spécialisée en SF. Elle a commencé sa carrière sur Alias, puis elle a fait Lost, Westworld, Altered Carbon. La nana s'est vraiment spécialisée dans ce genre de production. Elle sait ce que c'est que la SF. J'ai envie de croire qu'avec une showrunneuse comme ça, Dune Prophecy, ça va faire des étincelles. Duster sur Max. Eh bien c'est J.J. Abrams qui produit cette série d'espionnage, où on retrouve Josh Holloway, tiens, le Sawyer de Lost, qui est entraîné avec une agente du FBI dans une espèce de thriller d'espionnage à grande échelle. Ce qui va compter, c'est le traitement abramsien, entendre full délire du genre. Ils ont intérêt que ce soit full délire, parce que sinon je regarde pas plus de 2 épisodes. Duster, surprends-moi. Elsbeth, en streaming. La famille de Good Wife s'agrandit. Voilà une 3e série, donc, qui est centrée sur, Elsbeth, vous l'aurez compris, une avocate extrêmement marrante, très charmante, plus féroce qu'on ne le croit. J'aime beaucoup les séries judiciaires, et The Good Wife, The Good Fight, ça faisait partie des meilleures séries judiciaires que j'ai vues de ma vie. Il n'y a pas de raison pour que Elsbeth ne soit pas ça, surtout que Robert et Michel King, les créateurs de The Good Wife et The Good Fight, reviennent à la barre. Il y a tout pour me plaire. Fallout, sur Amazon Prime Video. Pas non plus épilogué beaucoup, je pense qu'on est nombreux à attendre l'adaptation du jeu, surtout avec Lisa Joy et Jonathan Nolan qui vont être à la barre. Voilà, ils avaient pas mal tabassé la SF dans Westworld. Et puis visuellement, ça a l'air d'en jeter un max. Niveau post-apo, ça dépote comme il faut. Il y a quelques acteurs comme Kyle MacLachlan et Michael Emerson qui vont être de la partie. J'adore ces mecs, je suis partant. Fool Me Once sur Netflix. Je l'ai dit et répété, je suis pas très série policière, mais j'admets que les adaptations d'Harlan Coben sur Netflix, c'est de la bonne. Et c'est toujours le même mec, Danny Brocklehurst, c'est lui qui a adapté des 5 ou 6 romans déjà de Coben sur Netflix. Le mec est payé pour adapter Coben sur Netflix, c'est son poste, adaptateur de Coben. Donc je m'attends pas à un chef-d'œuvre, mais je m'attends à du bon divertissement, à du suspense en rafale, à des twists bien explosifs comme c'est bien de faire Coben. On va voir ce que ça donne. Don Gentleman sur Netflix. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que va donner la première série de Guy Ritchie. Parce que l'adaptation de Arnaque, Crime et Botanique, c'est pas lui qui l'avait fait, il était pas dedans. Par contre, il est à la barre pour l'adaptation des Gentlemen. Donc, vu que le film était plutôt fun, j'espère retrouver la patte de Guy Ritchie, hein, voilà, avec son montage un peu clipesque, son côté un peu frime, mais qui est assez marrant, et juste que ce ne soit pas à l'excès.
C'est ça qui m'avait fait ruiner mon visionnage du Roi Arthur, par exemple. Grimsburg, en streaming. Une série d'animation dont le héros a la voix de John Hamm. J'ai vu le trailer, c'était inégal, mais j'ai remarqué que les blagues qui me faisaient rire dans le trailer, c'était les blagues les plus nulles, les plus crétines, les plus idiotes. Et moi, je suis un peu friand d'humour vraiment crétin, quoi. C'est pas pour rien que j'aime les nanars. J'espère que Grimsburg va lâcher la bande à sa folie. Griselda sur Netflix. Normalement, ça m'aurait pas trop touché de voir une énième série sur une baronne de la drogue. On a eu ça avec, je sais pas, Reina del Sur, par exemple. Mais en même temps, j'ai un peu de mal à résister à Sofia Vergara depuis Modern Family. J'ai envie d'avoir un peu cassé son image. Voilà, elle avait le côté glamour et quand même sympathique dans Modern Family. Qu'est-ce qu'elle va donner dans un rôle de méchante, quoi. Has Been Hotel sur Amazon Prime Video. Alors là, grosse attente. Grosse attente. En 2019, Viviane Medrano avait sorti un court-métrage de 30 minutes sur YouTube, et c'était la folie à tous les étages. Vous prenez la princesse de l'enfer, qui en a un peu marre d'être en enfer, et qui vient sur Terre pour ouvrir pas un club mais un hôtel. Une fois qu'on a dit ça, après ça part dans tous les sens. Parce qu'elle fait ça pour éviter la surpopulation de l'enfer, et pour essayer de racheter les âmes de ses propres démons. Et ça marche, c'est super drôle. Il y a des chansons à tomber par terre, l'animation est dingue, et 5 ans après ce pilote, on va enfin avoir la première saison grâce à Amazon Prime. C'est une de mes plus grandes attentes de 2024. High Potential en streaming. Pourquoi regarder le remake américain d'HPI, qui je trouve n'était pas une fantastique série française au départ, malgré Audrey Fleurot? Parce qu'il y a 2 atouts. La première, c'est que c'est Caitlin Olsen qui va reprendre le rôle d'Audrey Fleurot. C'est une de mes déesses depuis It's Always Sunny in Philadelphia. Et puis, à l'adaptation, c'est Drew Goddard. Et Drew Goddard, voilà, scénariste de Martian, créateur de Daredevil. Il a fait ses classes à l'école Whedon. Hein, il a commencé en tant que scénariste de Buffy. J'aime beaucoup Drew Goddard. Et voilà, et je pense que l'alliance des deux, Goddard-Olsen, ça peut me convaincre. Masters of the Air sur Apple TV+. Grande attente aussi. Dans les années 2000, Steven Spielberg et Tom Hanks, ils ont fait leur petite révolution dans le monde des séries. Ils ont mis vraiment au goût du jour les mini-séries de prestige. Voilà, 10 épisodes, pas plus, un budget faramineux, et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit ces hommes qui se battent pour leur pays, qui tombent, la terreur de la guerre, l'héroïsme qu'il y a malgré tout, Bands of Brothers et The Pacific, extraordinaire mini-série. Et on a enfin le 3e volet, Masters of the Air, consacré aux soldats de l'armée de l'air. Et en plus, ce sera adapté par John Shiban, qui est bien connu des amateurs de X-Files et de Breaking Bad et de Supernatural. Bref, que du bon CV. Monsieur Spade sur Canal+. Coproduction franco-américaine qui reprend le fameux personnage de Dashiell Hammett, un grand détective de fiction des années 30, Sam Spade, qui était notamment le héros du Faucon Maltais. On le transpose dans les années 60. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est adapté par Tom Fontana, le créateur d'Oz, et par Scott Frank, le scénariste de Minority Report et du Jeu de la Dame. Là, vous me convainquez les mecs. Et puis Clive Owen dans le rôle titre, c'est le choix parfait. Mr. and Mrs. Smith sur Amazon Prime Video. 2 agents secrets qui sont en couple, mais qui savent pas que l'autre est aussi agent secret. Le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est du Osef. Mais l'adaptation en série risque de me plaire, vu que c'est Donald Glover qui chapeaute tout ça. Qui est à la fois créateur, coproducteur, co-scénariste, un des acteurs principaux. Et vu que j'aime beaucoup Donald Glover depuis Atlanta, je pense que entre ses mains, Mr. et Mrs. Smith est ce qu'aurait dû être le film. Un truc vachement cool. The New Look sur Apple TV+. Une série sur Christian Dior, notamment sur ce qui s'est passé dans l'après-guerre. Ce qui m'attire, c'est que c'est Todd Hackesler qui s'occupe de la série. Et Todd Hackesler, c'est un auteur que j'adore. Il a fait ses classes avec Les Sopranos. On peut difficilement rêver mieux comme formation. Il a persisté en créant Damages, une des meilleures séries judiciaires qui soit. Il a poursuivi avec Bloodline, une des premières séries Netflix qui était vraiment pas mal. Bref, ce mec a un CV assez fantastique. Et puis il y a des visages que j'aime bien comme Maisie Williams et John Malkovich. Allez, je vais lui donner une chance à cette série. The Office Australia en streaming. Très curieux de voir comment cette 14e ou 15e adaptation... J'ai perdu le compte. Qu'est-ce que ça va donner en Australie avec leur culture de l'entreprise, leur propre mode de vie. Qu'est-ce que ça va donner si pour une fois c'est une femme qui joue la patronne coconne? J'espère qu'ils vont être au moins au niveau du remake américain. J'attends pas qu'il soit aussi brillant que l'original britannique,
qui était côté noirceur, côté venin. C'est un chef-d'œuvre absolu, hein, le The Office britannique. Je pense pas qu'ils iront jusque-là, mais si au moins ils peuvent se mettre au niveau de Michael Scott et compagnie, je serais déjà content. One Day sur Netflix. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez Quand Harry rencontre Sally, mais que vous chroniquez chaque rencontre une fois par an pendant 20 ans? Bah c'est le principe de One Day. Un gars, une fille, qui passent la nuit ensemble, et chaque année ils se revoient. J'aime beaucoup ce concept. Et surtout, je pense qu'il se prête bien à une sorte de réinvention des histoires d'amour. La dernière grande série de romances qui m'a foudroyé au cœur, c'est Normal People, qui était une de mes séries préférées de 2020 aussi. Normal People, ça a placé la barre super haut côté émotion sans borne. Peut-être que One Day va en être capable, surtout qu'apparemment on nous annonce un ton souvent assez tragique. Je suis très hypé par celle-là. Eureka sur Amazon Prime Video. Vous avez remarqué, oui, on a pas mal de films sur les banlieues, mais rarement des séries. Et Booba a dû voir ça et a dit bon, bah, je vais m'y coller. J'espère qu'on va quand même garder l'intensité qu'il y avait dans les films comme La Haine ou Ma Cité va craquer. Comment ils vont gérer les affrontements entre police et banlieue, ou l'exploration de ce clan qui est atomisé après un coup de filet. J'espère que l'ambition sociologique qu'il y a derrière va être à la hauteur de l'action promise. Palm Royal sur Apple TV+. Notre guide dans ce monde de la société, c'est justement une femme qui a perdu son statut social, après son divorce, si je me rappelle bien du pitch. Mais vu qu'il y a Kristen Wiig dans le rôle principal, qu'il y a Allison Janney qui traîne pas loin, je pense que Palm Royal, ça va être un missile rigolard, en fait. On va bien se moquer de la haute société, et j'espère que, sans être au niveau de White Lotus, j'espère que le petit commentaire qu'il y a derrière va bien nous asticoter. Panda sur TF1. Là, vous me dites, Clément, pourquoi tu fais la promotion d'une énième série policière de TF1 avec Julien Doré dans le cast principal? Bah en fait, j'ai envie de voir ce que ça donne une série policière Blue Sky en France. En fait, en France, les séries policières sont souvent, vous savez, avec un grain gris, ténébreux, lourd. Je crois que TF1 veut tenter son Blue Sky. Le Blue Sky, en fait, ce sont des séries policières américaines assez lumineuses, bien décontractées, on résout des enquêtes et des crimes comme ça, voilà, c'est gentil. On a ça par exemple dans Psych, qui est une excellente série, ou The Glade, pour le coup Panda m'a pas mal fait penser à The Glade. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne le Blue Sky à la française. The Penguin sur Max. Je suis pas très super-héros, mais j'ai toujours été fasciné par Batman et ses méchants complètement tarés du bulbe. Et The Penguin, bah c'est exactement ça. On va reprendre la version Matt Reeves, on reprend Colin Farrell, on reprend aussi Christine Milioti qui joue Miss Falcone. Donnez-moi cette plongée en eau profonde, dans une psyché brisée et dérangée. Je veux voir The Penguin dans tout son éclat, et cette série a tout pour y parvenir. Playing Nice en streaming. Est-ce que vous vous rappelez de La vie est un long fleuve tranquille, ou de Switched at Birth? Dans les deux cas, vous avez deux bébés qui ont été échangés à la naissance, les familles finissent par le découvrir. On fait quoi? Bon, on peut faire de la comédie comme dans La Vie, on peut faire de la dramédie comme dans Switched at Birth. Là, apparemment, Playing Nice va jouer la mode thriller angoisse. Un traitement différent d'un pitch pourtant assez réchauffé. Rien que pour ça, j'ai envie de voir ce que ça donne. Le problème à 3 corps sur Netflix. Je vais vraiment dire pourquoi je suis hypé. On parle d'une des plus grandes suites de SF de ces 30-40 dernières années. Des co-créateurs David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones. Certains vont dire « Oh non, pas eux !» Et moi je dis « Oui, mais les romans sont finis. » Donc, ils vont pouvoir donner matière à tout leur talent de scénariste. Après, je connais pas le troisième créateur, Alexander Wu. À voir comment ça change sur la dynamique. Red Eye, en streaming. Imaginez un médecin qui revient d'une conférence à Pékin et qui, en revenant à Londres, est arrêté pour meurtre. Du coup, on le ramène à Pékin, mais le temps qu'on le ramène à Pékin, il y a un meurtre dans l'avion où il est. Et puis, la sœur de l'agente qui l'accompagne est prise pour cible parce qu'elle est journaliste et qu'elle connaît quelque chose sur l'affaire. Et puis il y a le MI5 qui intervient. Vous voyez où je veux en venir? Red Eye, c'est un thriller d'espionnage qui a l'air d'être complètement givré. Et l'espionnage givré, j'adore ça. The Regime, en streaming. Apparemment, ce sera une satire politique sur l'effondrement progressif d'une dictature autoritaire européenne avec Kate Winslet en haut de la pyramide. Moi, je suis très content que Kate Winslet revienne aux séries. Son retour aux séries avec Mayor of Easttown était prodigieux. En plus, c'est créé et showrunné par Will Tracy, un des scénaristes de Succession. Ça veut dire un mec qui a la main sûre côté satire, qui sait très bien mixer le côté rigolard
ridicule et le côté très inquiétant. Je crois que c'est l'homme parfait pour diriger The Regime. Ripley, sur Netflix. Rien à voir avec Alien. On parle de Monsieur Ripley, le fameux héros dans au moins 7 ou 8 livres de Patricia Highsmith, autrice que j'aime beaucoup. Pour ce côté un petit peu pervers, misanthrope, je pense que la série va bien assurer de ce côté-là. En plus, c'est Andrew Scott qui apparemment joue Ripley. Sherlock, Fleabag, enfin, le mec a du talent à revendre. Ils ont fait aussi très attention derrière la caméra, puisque c'est Robert Elswit, un des meilleurs chefs-op d'Hollywood qui est derrière, et le créateur c'est Steven Zaillian. Vous savez pas qui c'est Steven Zaillian? Si je vous dis scénariste de la liste de Schindler. Là, vous commencez à comprendre pourquoi la série m'intéresse. Shogun, sur Disney+. Shogun, c'est une des plus grandes mini-séries américaines. Elle date des années 80, c'était avec Richard Chamberlain à l'époque. La rencontre entre un shogun, donc une espèce de gouverneur de province japonais au XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, et un officier de marine britannique. Là, dans ce remake, on rajoute une nana samouraï badass, représentativité oblige sans doute, mais je pense que ça peut être un très bon ajout pour donner un petit peu plus d'action et d'épique à ce qui était déjà une formidable série, mini-série historique. J'ai envie de croire à ce nouveau Shogun. Skeleton Crew sur Disney+. Une nouvelle série Star Wars, mais centrée sur des enfants. Des enfants qui sont échoués sur une planète et qui doivent retrouver la leur et qui vont avoir plein de dangers, surtout avec Jude Law à leurs fesses. C'est pas le fait que ce soit vraiment une série Star Wars qui m'intéresse, c'est plutôt le fait de centrer une série sur des enfants en danger. J'aime bien ça, hein, des astres à monstres, les orphelins Baudelaire, même Stranger Things d'une certaine manière, c'est ça. Voilà, je suis très curieux pour Skeleton Crew. The Spiderwick Chronicles. On en reste sur les séries de genre avec des enfants, puisque c'est un classique de la littérature fantasy pour la jeunesse. Pas autant que Narnia, bien sûr, mais bon, ça joue un peu dans la même cour. Disney avait produit toute la série, il avait filmé en entier, puis il a décidé de ranger dans le placard, parce que niche fiscale. Et à cause du backlash, de Roku Channel a réussi à obtenir les droits de diffusion. Ce qui fait qu'elle sera disponible. Adaptation d'un classique fantasy pour la jeunesse, vous m'avez dedans. Et puis c'est Aaron Eli Colette qui crée et showrun la série, et le mec m'avait pleinement convaincu avec Daybreak, qui était une des séries les plus allumées de Netflix. Donc, ouais. The Sympathizer, en streaming. Déjà le pitch me plaît. Un capitaine nord-vietnamien qui espionne les sud-vietnamiens. Vous ajoutez les Américains qui foutent leur merde. Vous ajoutez le mec qui se demande s'il va pas finalement tourner Kazakh et se ranger du côté de l'ennemi. Et surtout, vous mettez Park Chan-wook à la réalisation et au showrunning de la série. J'aime le mec depuis la trilogie La Vengeance, je l'aime depuis Old Boy, depuis The Handmaiden, bon, je vais pas vous dérouler toute sa filmo. Et en plus, il devrait y avoir une petite touche de comédie noire. Donc ce cocktail a tout pour me plaire. Ted, en streaming. J'aime bien Seth MacFarlane. Il est très inégal, mais quand il parvient à être efficace, il me plie en 8. J'aime beaucoup les deux films Ted, avec cet ours en peluche qui prend vie et qui est complètement grossier, complètement outrancier, et qui en même temps développe une belle amitié virile avec son propriétaire, avec John. Alors qu'est-ce qui se passe si on transpose ça dans la série ado? On explore les années d'adolescence de Ted et John. Il va encore foutre la merde et je crois qu'on va bien rigoler. S'il est en forme, ça va être une des meilleures comédies de l'année. Terminal sur Canal+. AB Productions n'a jamais fait de sitcom. C'est du mauvais soap-opéra, avec des rires en boîte rajoutés. Il n'y a pas vraiment eu de sitcom française. On a eu beaucoup de shortcoms, hein, Camelot, Caméra Café, ouais. Mais des sitcoms françaises, je peux vous citer Maggie, un truc des années 80, et puis bien sûr H. Voilà, H, c'est peut-être une des rares vraies sitcoms françaises, qui était déjà menée par Jamel. Et devinez qui est à la tête de Terminal? C'est Jamel. Je pense que Jamel veut, après qu'il ait réussi à apporter le stand-up en France, il veut vraiment apporter la sitcom en France. Ce sera plus dans un hôpital, mais dans un aéroport. Bref, va falloir qu'il soit au moins aussi drôle que le LA to Vegas. LA to Vegas qui est une sitcom en 18 épisodes, mais c'est un de mes plus grands fous rires de ma vie de sériephile. Franchement, Jamel, si tu m'entends, je te demande beaucoup, mais tu peux le faire. This Town, en streaming. Un genre spécifique que j'aime beaucoup, décrypter une génération par la musique. Alors on avait eu ça par exemple avec Leto au cinéma, une grande claque de cinéma. On avait eu ça avec Daisy Jones and the Six récemment. Et donc là on va s'intéresser à la jeunesse de Birmingham dans les années 70-80, mais avec la ska. Il y a des acteurs que j'aime bien comme Michelle Dockery, et c'est Steven Knight qui chapeaute tout ça. Steven Knight,
Peaky Blinders, le mec sait ce qu'il fait. Donc, The Town, une de mes plus grosses attentes de l'année. TP Bun ou Time Patrol Bun sur Netflix. Un manga sur un sujet que j'aime beaucoup, les gardiens temporels. Ceux et celles chargés de surveiller les grands événements temporels afin que des voyageurs n'aillent pas foutre la merde. Et aussi accessoirement pour sauver des personnes qui ne devraient pas être mortes. Le principe j'aime beaucoup, il me rappelle celui de la patrouille du temps de Poul Anderson. Je suis très curieux de voir ce que va en faire Netflix. Bon, on sait qu'ils ont pas toujours bien adapté les animés et les mangas japonais. J'ai envie d'y croire, un peu comme, même si j'attends plus Delicious in Dungeon, j'attends vraiment de voir ce que va donner TP Bun. The Walking Dead, The Ones Who Live en streaming. La famille de Walking Dead s'agrandit, personnellement je verrai pas cette série, mais je vous la conseille parce que je sais qu'il y a des fans de Walking Dead ici, et que je pense que ces fans-là vont être ravis de retrouver Rick et Michonne. Et Scott M. Gimple qui showrun, donc qui était déjà un des showrunners de la série originale. The Way, en streaming. Les Britanniques ont toujours été très forts pour ces visions futuristes inquiétantes, d'un paysage politique qui s'effondre, et où beaucoup payent les pots cassés. Par exemple une famille qui est obligée de fuir. La famille de Michael Sheen dans cette série, qui est également derrière la caméra. J'avais beaucoup aimé les séries comme Years and Years, qui parlaient excellemment bien des périls politiques et dystopiques. Donc vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner The Way. Win or Lose de Disney+. C'est une série animée Pixar, même si je trouve que depuis Soul, c'est plus trop à la hauteur de leur réputation. Pixar a quand même souvent été doué pour les portraits. Les portraits de jeunes personnes, comme la Riley de Vice Versa, qui est un de mes films préférés. Donc, moi je veux voir ce que Pixar va faire quand il croise le portrait d'une jeunesse avec un dispositif à la Rashomon ou à la Boomtown. On passe d'un épisode à l'autre, d'un personnage à l'autre, et on regarde parfois les mêmes événements de son propre point de vue. Je veux savoir si Pixar, qui a un peu perdu sa magie depuis Soul, va la retrouver dans cette série. Zero Day de Netflix. On n'a absolument rien sur ce projet. On sait juste qu'il y aura Robert De Niro et Lady Kaplan, deux de mes acteurs fétiches, et que ce sera un thriller conspirationniste qui va bien tabasser sa mère. Ouais, j'ai envie de voir. Ça me suffit. Zorro sur Amazon Prime Video. Alors non, je parle pas de la version à venir avec Jean Dujardin, puisqu'on ne sait absolument pas si elle va sortir en 2024, en 2025, ou si elle va sortir du tout d'ailleurs. Je parle bien de la version espagnole. Et je trouve que c'est bien qu'on revienne aux racines hispaniques de Zorro, parce que bon, il y avait bien sûr la version américaine, la série des années 50, avec Guy Williams, qui était très bien. T'avais les films qui étaient pas aussi réussis, je trouve, mais qui étaient bien fun. Et puis, avec Miguel Bernardo dans le rôle de Zorro. Ouais, ils ont pris un mec qui s'appelle Bernardo pour jouer Zorro. Quelles sont les séries que t'attends le plus en 2024 ? N'oublie pas de le dire en commentaire, et on se dit à très bientôt. Salut !